Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, beaucoup de choses vont se passer. On va parler avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. On va aussi discuter avec M. Michael Dumoulin qui va nous faire découvrir les programmes en santé du Collège La Cité. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi l'auteur Denis Bachand. On va parler de votre ouvrage Voyage en nostalgie. Et j'avais tellement hâte de vous parler aujourd'hui parce que moi, ma première question, là, quand j'ai vu un peu le descriptif de l'ouvrage, c'était de savoir qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à quel moment vous avez pensé à se dire, OK, je vais écrire sur la nostalgie? Bien, j'ai pris... bon, merci de me recevoir d'abord. Je suis très content d'être avec vous et de partager ceci avec vos auditeurs ce matin. Écoutez, j'ai pris une retraite de l'enseignement universitaire il y a 5 ans. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais regarder, je vais classer les photos qu'on conserve dans une vieille boîte à chaussures, comme plusieurs d'entre nous ont fait, j'imagine. Et je me suis mis à regarder tout ça, et puis finalement, je n'ai jamais complété l'exercice, mais ça m'a amené à réfléchir sur mon parcours de vie. Et je regardais aussi dans ma bibliothèque, je voyais des livres que j'avais lus il y a 20, 30 ans, 40 ans. Je me suis dit, tiens, je vais retourner voir ça pour voir ce que ça dit sur moi à l'époque. Et puis, je suis tombé sur une citation de Gabriel Garcia Marquez qui disait la vie n'est pas celle que l'on a vécue, mais celle dont on se souvient pour la raconter. Alors, je me suis dit, tiens, c'est intéressant tout ça. Alors, je vais aller voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que la mémoire. Alors, j'ai fouillé la mémoire. Ça m'a amené à la nostalgie, que l'on distingue bien sûr de la mélancolie. Hein. La nostalgie, c'est plus positif que la mélancolie qui porte à la dépression. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais l'appliquer, je vais revisiter mon parcours, mais à travers les œuvres d'art littéraires, artistiques qui ont jalonné un peu mon parcours. Et puis, ça m'a amené à réfléchir, à analyser la nostalgie dans ces œuvres-là et ma propre nostalgie au contact de ces œuvres-là qui m'amenait à me souvenir d'épisodes de ma vie en lien avec ces lectures ou ces visionnements de films ou d'émissions de télévision. Ce qui fait que le volume est divisé en 9 chapitres sur littérature, bande dessinée, musique et même les jeux vidéo, la musique western, qui est très mélancolique et tout ça. Et voilà, pour l'essentiel, l'origine du projet. Le lien est tellement bien fait, là, et on va en discuter en profondeur après la pause, mais une question qui me vient tout de suite en vous écoutant parler, c'est si maintenant, après tout ce parcours-là qui vous a permis de produire cet ouvrage-là, si je vous posais la question de savoir, pour vous, la nostalgie, c'est quoi? Comment vous pourriez la définir de votre propre expérience? Oui. Ben, la nostalgie, c'est ce phénomène qui peut arriver spontanément ou que l'on cherche volontairement, qui nous amène à des rêveries, une rêverie il peut y avoir des nostalgies malheureuses. Moi, je préfère les nostalgies heureuses. Je pense qu'on fait un tri. Je pense que c'est une rêverie que l'on opère par rapport à des éléments du passé qui nous reviennent en mémoire, des souvenirs qui peuvent être nos propres souvenirs ou encore des souvenirs. On peut avoir des nostalgies indirectes. Quand je regarde Le Temps d'une paix, qui est une émission qui est encore très populaire sur TV5, ce n'est pas mon vécu à moi, mais c'est le vécu de mes ancêtres. Et donc, je peux avoir une nostalgie de ce que mes ancêtres m'ont déjà raconté aussi. Alors, c'est assez phénoménal, ce phénomène de la nostalgie. Je veux dire, donc, c'est une rêverie de souvenirs, de mémoires, qui nous amène à revisiter, à revivre, à nous raconter l'histoire de notre passé. Ça vous a pris combien de temps pour rassembler les idées et les subdiviser en différentes parties pour cet ouvrage-là? Il va nous rester 30 secondes avant la pause. Oh, bien, je pense que ça doit faire 3 ans peut-être que mais c'est l'histoire d'une vie, hein. Oui.
Je veux dire, bon, chacun d'entre nous, on se raconte des histoires, hein? On a une espèce de notre Oui. récit, on se raconte notre propre histoire dans notre tête régulièrement, on se rappelle des événements. Et donc, ben, j'ai essayé de mettre ça bout à bout depuis à peu près 3 ans, je dirais. Ouais. Écoutez, le lien, il est bien fait. Comme je l'ai mentionné, là, on va en parler après la pause. Voyage en nostalgie, une œuvre parue auprès de l'Université d'Ottawa qui vous a pris du temps à travailler. Et puis, le lien que vous faites entre je vais dire, les différents aspects de nos vies, que ce soit la musique, vous l'avez mentionné tantôt, les œuvres d'art. Il y a toujours quelque chose de profond en arrière qui soulève des émotions parce que selon moi, la nostalgie, elle va directement avec les émotions. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de rentrer dans ce voyage en nostalgie avec l'auteur Denis Bachand. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur, si ma fille, je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Darlene Lozis qui nous parlerait de son leadership, de ce qu'elle en a appris et de toute son expérience. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec l'auteur Denis Bachand à propos de son ouvrage Voyage en nostalgie paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Et Monsieur Bachand, vous avez dit quelque chose avant la pause que j'ai apprécié, c'est le fait que vous essayez d'aider les gens à faire la distinction entre la mélancolie et la nostalgie parce qu'on a toujours tendance à penser aux choses négatives qui nous sont arrivées, on oublie les bonnes. Oui, bien tout à fait. Ben, oui, on distingue, enfin, les recherches sont très précises à ce niveau-là. Ben, la mélancolie, c'était chez les anciens, ça avait affaire avec la bile, la mauvaise humeur, la tristesse qui nous amenait vers la dépression. Bon, la nostalgie, c'est un jeu peu y tendre vers la mélancolie, mais la nostalgie, c'est surtout un phénomène de rappel positif, dans mon cas en tout cas. Et puis j'espère que les gens... Enfin, je parle de mes souvenirs, mais je pense que les gens peuvent s'y raccrocher et retrouver leurs propres souvenirs. Il y a des souvenirs qui sont communs, qui sont générationnels. Il y en a qui sont, je dirais, culturels, auxquels on peut s'attacher les uns les autres, que ce soit des événements politiques, des événements sportifs, comme la victoire de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal il y a 25 ans, qui était fêtée avec beaucoup d'émoi au Forum, quand on a fermé le Forum. Alors, les joueurs devenaient de véritables mythes. Alors, je veux dire, il y a toutes sortes de types de nostalgie et ce n'est pas de la mélancolie. C'est positif. Et c'est d'ailleurs très important d'être nostalgique. Je pense que plusieurs recherches tendent à prouver que ça aide à maintenir notre identité. La cohésion du moi, du je, notre propre cohésion, c'est le souvenir de ce que l'on a été, de ce que l'on est, parce que, bon, je ne vis pas, on ne vit pas dans le passé, mais on vit avec son passé, et son passé est là, toujours présent en nous, auquel on se rattache et qui nous définit au quotidien, au présent et dans le futur aussi. L'identité qu'on va projeter dans le futur est celle que l'on a vécue dans le présent et dans le passé.
Alors, tout ça s'additionne, se complémente. Et bon, j'ai voulu faire une lecture. C'est un texte qui est hybride entre l'analyse, qui prend pas trop de place, et les anecdotes. Donc, je pense dans un style d'écriture qui est tout à fait accessible, qui n'est pas nécessairement un écrit universitaire, même s'il y a des notes en bas de page. Ceux qui voudront s'y abreuver, s'y intéresser, peuvent le faire, mais les autres peuvent facilement lire le texte en continu sans nécessairement se référer à ces notes en bas de page. Moi, je vais inviter les gens à nous regarder, là, à prendre cet ouvrage, parce que je me dis que c'est un beau cadeau de fête de fin d'année. En fin d'année, là, la plupart du monde fait des introspections, et je pense que c'est le bon moment là, de s'asseoir et puis de dire, OK, je regarde qu'est-ce que M. Bachin a fait, est-ce que ça réveille en moi des souvenirs, des émotions? Au moins, on fait le point avant de rentrer dans une nouvelle année. Et moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, pendant que vous étiez en train d'écrire l'ouvrage, quelles sont les émotions qui sont remontées? C'est quand même plus de 20 ans d'expérience, hein? C'est plus de 20 ans, c'est plus de 60, enfin, je suis septuagénaire, donc c'est plus de 70 ans, en fait, si vous voulez. Donc l'émotion, je dirais, c'est partagé, c'est-à-dire que quand on est sur un chantier comme celui-là, on s'efforce de ne pas s'écrouler en larmes de joie ou tout ça, c'est-à-dire qu'on fait le tri. Et donc, oui, les émotions reviennent parce que les souvenirs sont là et ils nous alimentent positivement. On a toujours un regard, c'est comme un film qu'on regarde et qu'on apprécie pour ce qu'il est, ce qu'il a été, et à la fois pour ce qu'il n'a pas été, parce que des fois, ça peut être des souvenirs. Les souvenirs ne sont pas toujours exacts, ne sont pas toujours vrais. C'est l'idée qu'on s'en fait, enfin, tout ça. Donc, l'émotion, je dirais que je suis très content de l'avoir fait, l'exercice. Ça m'a amené par la suite vers l'écriture romanesque. Donc, je me suis détaché progressivement de l'essai pour écrire un roman d'ailleurs qui sera publié au mois d'avril prochain à l'Interligne. Félicitations. Qui puise aussi un peu dans mes souvenirs, bien entendu, mais qui est une œuvre de fiction. Donc, disons que les émotions de la nostalgie m'ont amené vers une écriture de fiction dans laquelle je vais proposer au lecteur des histoires qui puisent à mon histoire, mais pas seulement. Si on revient un peu à Voyage en nostalgie, je voulais juste poser la question de savoir pourquoi c'était si important. Pourquoi c'était si important pour vous de faire un lien entre les produits culturels et est-ce que vous m'entendez toujours? Monsieur Bachin, vous m'entendez toujours? Je ne vous entends pas. Alors, je suis désolé, je ne vous entends pas. J'espère que vous m'entendez, vous? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je pense qu'il y a... Bon, alors, très bien. Alors là, maintenant... Il y a une petite difficulté passagère, là. Est-ce que vous m'entendez clairement maintenant? Parce que ma question était de savoir... Non, malheureusement, non. Alors, on va essayer de donner de l'information concernant cet ouvrage-là. Donc, comme je vous le mentionnais, Voyage en nostalgie est apparu ou est encore en ce moment-là auprès de l'Université d'Ottawa. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, www.presseuottawa.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les programmes en santé du Collège La Cité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Le ton majeur monte leur landau. Qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre la tête? L'édition T. L'édition T. Mes lunettes noires vous importunent. Des inquiétudes, je n'en ai aucune. J'édition T. J'édition T. J'aime bien mon ignorance de disjoncter. De toute façon, la vie est courte, faut disjoncter. Anticiper les conséquences de disjoncter. Je vois très bien le mouvement des disjonctés. Un vive allure sur l'autoroute, c'est à disjoncter. Sans même savoir ce qu'il en est de disjoncter. Je fonce tout droit vers une impasse en disjoncté. Je suis pas le seul, la race humaine à disjoncter. Disjoncter. Disjoncter.
vas-y essaie, tout le monde le fait, disjoncté. Disjoncté. Instagram, ce que l'on porte, soit on se pique ou on picole, c'est conformiste. C'est conformiste. Ça fume des grammes derrière les portes, arrête ton drame, parler de la sorte, t'es conformiste. T'es conformiste. Ça dit être contre la société sans pas les burnes si on les juge non conformistes. Non conformistes. Pourtant ça suit comme des moutons, tu vois lesquels, c'est le panurge en conformiste. En conformiste. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant au programme en santé au Collège La Cité. Pour en parler, M. Michael Dumoulin, qui est directeur de l'Institut des sciences de la santé et de la vie au Collège La Cité, comme je l'ai mentionné tantôt. Et vous avez plus de 15 programmes, si j'ai pu bien me renseigner. Est-ce que je suis dans le bon compte? C'est 13 programmes de formation à l'Institut des sciences de la santé et de la vie. Alors, quand on parle de sciences de la santé, ça touche quel domaine? Juste pour faire un petit rappel. OK, je vous donne un peu un contexte. Le Collège de la Cité est divisé en différentes écoles et instituts. Et sous ma supervision, c'est les programmes de l'Institut des sciences de la santé et de la vie. Pour les programmes en sciences de la santé, bien, c'est 2 programmes de 3 ans, thérapie respiratoire, hygiène dentaire, 5 programmes de 2 ans, électroneurodiagnostic, le programme d'opticien, soins infirmiers auxiliaires, qu'on va parler un petit peu plus tard, plus en détail, techniques pharmaceutiques, assistant de l'ergo et du physio. Puis j'ai 5 programmes, aussi 5 programmes d'1 an, donc soins dentaires, assistant d'orthèse visuelle, le programme de préposé et 2 programmes préparatoires. On a et sciences de la vie, c'est parce qu'on a un baccalauréat en biotechnologie aussi. Les collèges en Ontario peuvent offrir le niveau 11 là, en termes d'offres, c'est-à-dire des baccalauréats. Donc, on en offre un à la Cité présentement. On regarde d'en offrir plus présentement aussi, là, mais c'est présentement en travail. Si vous vous intéressez au domaine de la santé, que vous ne savez pas quoi faire, là, allez regarder sur le site web. Vu tout ce qu'on a entendu, là, il y a un choix pour tout le monde qui est intéressé à travailler en santé. Et puis, la santé, convenez avec moi que durant cette pandémie qu'on a vécue et qu'on continue de vivre, là, ça a été une thématique phare durant cette pandémie. Et là, ma question, c'est de savoir si vous avez dû vous ajuster dans ce que vous offrez dans vos programmes. Bien, comme tous les collèges en Ontario, que ce soit en santé ou dans les autres programmes, à partir de mars 2019, lorsque la pandémie a débuté, ça a été tout le monde en virtuel. Donc, on a maintenu que l'essentiel en présentiel. Ça a été le modus operandi depuis à peu près le mars 2019. Donc, si on pouvait le faire à distance, on le faisait à distance. Donc ça a été bon pour tous les programmes, même si ce n'était pas les programmes en santé. Donc, il a fallu se trouver... En réalité, on est passé pour beaucoup de l'enseignement sur Teams. En tout cas, c'est la réalité du Collège de la Cité. Donc, c'est ça. Pour les programmes en santé, on a vécu certaines difficultés, peut-être un peu plus grandes, parce que une fois que la pandémie a frappé, plusieurs cours qui étaient en présentiel sont partis à distance. D'autres, les laboratoires, on les a maintenus en présentiel. Oui. Mais les milieux cliniques, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes en stage, des étudiants qui sont par exemple à l'hôpital Montfort, à l'hôpital d'Ottawa, Queensway, Carleton, à CHEO, des personnes qui sont dans les résidences, les soins de santé, dans les pharmacies. Tout ça, c'est des étudiants qui présentement ont une expérience et qui sont en stage de consolidation ou en stage de fin d'études. Lorsque mars est arrivé, les milieux nous ont dit il faut les retirer. Puis c'est compréhensible à ce moment-là parce que eux autres, leur souci principal, c'est la sécurité, la santé et la sécurité des usagers. Donc, autant les employés que les clients. Donc, ils ont retiré. Après, on a eu un ressac. C'est-à-dire, on dirait que les autorités se sont rendues compte que si on retirait les étudiants des milieux de santé, on venait retarder leur diplomation et on venait retarder la capacité à avoir une relève dans le système. Donc, on faisait maintenir un système qui était déjà à bout de bras, parce que dans plusieurs domaines de la santé, il y avait déjà une pénurie qui était existante. Donc, il y avait une pénurie qui était pré-COVID. Puis, COVID est venu exacerber cette pénurie-là. Donc là, ce qui est arrivé, une fois que la pandémie a frappé, on a retiré les étudiants en milieu clinique, on a dit qu'il faut tous se retirer, santé et sécurité. Après, on a voulu
retourner trouver des modalités pour retourner rapidement les étudiants. Il y a même des programmes qui maintenant se sont retrouvés avec des stages non rémunérés, mais suite à quelques mois après la pandémie, là, on voulait tellement les encourager à compléter par retourner que les stages étaient devenus rémunérés pour donner des incitatifs. Super. Donc, c'est un petit peu ça comme ça on a voulu. À l'heure actuelle, pour l'hiver 2022, le Collège de la Cité, les programmes et tous les programmes, c'est encore que l'essentiel en présentiel, mais on a assoupli certaines mesures, c'est-à-dire les cours qui ont une valeur ajoutée, vraiment avoir du présentiel, peuvent le faire, soit en mode hybride, soit en comodalité ou en présentiel. Donc, mais on est encore prudent. On espère, je me croise les doigts, puis je pense que beaucoup de la communauté se croise les doigts qu'on puisse retourner à un monde qui ressemble beaucoup plus à un monde pré-pandémie, dès le printemps-été 2022 ou l'automne 2022. Que ce soit pour peut-être les différents ateliers que vous offrez ou même comme vous avez mentionné tantôt les cours, vous avez essayé de vous ajuster par rapport à qu'est-ce que vous voulez délivrer durant les cours. Mais moi, ma question, c'est par rapport aux programmes eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu des ajustements? Comme par exemple, avec la pandémie, on a vu qu'il y avait des besoins spécifiques dans certains domaines. Est-ce que les programmes ont été, je vais dire, reformulés pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté? Bien, je vous donne un exemple très précis. Le programme de préposé, il y a eu une grande pénurie. Le gouvernement Ford nous a donné beaucoup de sous à tous les collèges et on a fait un programme accéléré. On vient de former à peu près 210 nouveaux préposés à partir d'avril dernier et qui là vont diplômer pour l'essentiel aux environs de décembre. Donc, il y a eu plusieurs cohortes. Il a fallu changer. On a donné un cours de préposé accéléré de manière à s'adapter à la pénurie. Et chacun des collèges, et ça, il n'y a pas juste la Cité, mais la Cité était très impliquée. Algonquin aussi a fait ça et d'autres collèges, donc il a fallu s'adapter. Mais pour tous les programmes en santé, même si on passe en virtuel, qu'on passe dans un mode hybride de livraison, on doit respecter les profils de compétences. On doit s'assurer d'avoir les laboratoires, faire les évaluations nécessaires et tout. Donc, à certains endroits, on a fait de la simulation au lieu des milieux de stage parce qu'on n'avait pas des places cliniques ou les milieux cliniques ne pouvaient pas les accueillir. Comme par exemple en soins infirmiers auxiliaires avec la pandémie et les mesures de protection sanitaire à mettre en place. Et il y avait absolument un superviseur pour un groupe de 6. Maintenant, les ratios réduits, c'était 1 pour 4. Donc, il a fallu embaucher beaucoup plus de professeurs pour pouvoir livrer les stages. Il a fallu s'adapter, mais comme vous le savez, nous, on est dans des professions beaucoup réglementées. Donc, il faut respecter le profil de compétences. Donc, on a maintenu le respect des profils de compétences. Il a fallu parfois allonger, reporter, parfois mettre de la simulation au lieu d'un milieu de stage à quelques endroits où on le pouvait, si les organismes de réglementation nous le permettaient. Mais c'est ça. Puis en préposé, on a fait un programme accéléré. En hygiène dentaire, par exemple, il a fallu, parce que comme vous comprenez, en pandémie, un programme d'hygiène dentaire, la bouche ouverte et où il fallait faire des mesures de protection. Il a fallu ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement reporté l'entrée. On ne pouvait pas le faire à l'automne 2021. On l'a fait à l'hiver 2022. Le temps de mettre en place une clinique dentaire sécuritaire. On a revu le système de succion, on a revu la ventilation. Il a fallu aussi cloisonner certaines chaises médicales. Donc, on a fait beaucoup d'ajustements. Si je ferais un portrait, ça serait peut-être un peu long parce qu'il a fallu apporter plusieurs ajustements dans le programme. Nous, on est curieux ici. Et puis moi, ça me fait penser tout de suite quand vous avez mentionné le fait qu'il y a certains stagiaires qui étaient, par exemple, à l'hôpital Montfort, mais qui avaient dû arrêter parce qu'en ce moment, on essayait de savoir exactement qu'est-ce qui allait se passer pour la suite quand la pandémie a frappé. Ça vous donnait, vous aussi, du travail en tant que professeur parce qu'il faudrait aussi apprendre à l'étudiant que, écoute, c'est des affaires qui peuvent arriver pendant que tu exerces ton métier. Il faut trouver aussi le moyen de s'ajuster et de s'adapter. Donc, ça vous donnait, vous aussi, un deuxième travail, je vais dire, en plus d'être professeur, de faire de l'accompagnement. Exact, l'accompagnement. Mais je pense que la pandémie aussi a sensibilisé les étudiants au respect des mesures sanitaires, à être un exemple dans la communauté. Oui. Exactement, parce que c'est leur futur rôle. Il y a beaucoup de profils de compétences en santé qui demandent de l'enseignement auprès, par exemple, d'un client. C'est-à-dire certaines habitudes de vie, de santé et autres. La même chose, il y a certaines mesures sanitaires à mettre en place que la personne doit respecter. Puis, on demandait aux étudiants de commencer à adapter ces comportements-là. Puis je pense que COVID a été un bon exemple, notamment pour former très rapidement les étudiants aux mesures de base d'hygiène qu'on enseigne dans les débuts de programme et à aussi être des exemples au sein de la communauté et à respecter le port du masque, le port de la visière lorsque c'était nécessaire et autres. Écoutez, je vais vous garder avec moi parce que dans le second, on va prendre une pause et juste après, on va parler des soins infirmiers auxiliaires. Je pense que c'est un programme qui va intéresser beaucoup de personnes. Je vous garde avec moi et vous aussi d'ailleurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
pars au gré du vent, l'autre bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises. Au 5e café, j'ai l'estomac qui gronde, l'impression de m'être mis la tête dans le micro-ondes. Devant mon fil de nouvelles, mon moral s'écroule. Je me sens comme un ermite au beau milieu d'une foule. Je tends la main dans le vide, entre deux statues insipides. Je voudrais enfin goûter au vrai présent. Je pars au gré du vent, l'autre bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours au programme en santé du Collège La Cité. Et cette fois-ci, je suis toujours avec M. Michael Dumoulin, directeur Institut des sciences de la santé et de la vie du Collège La Cité, comme je l'ai dit tantôt. Et tout de suite là, maintenant, on va parler des soins infirmières auxiliaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce programme que vous offrez? Mais toute la filière des sciences infirmières, présentement, reçoit beaucoup d'attention des gouvernements. On remarque une pénurie, pas juste au Canada, mais à la grandeur de l'Amérique du Nord et sûrement ailleurs. Je n'ai pas les données pour ça. Mais même avant la pandémie, tous les programmes en sciences infirmières sont contingentés dans les institutions postsecondaires. Et donc, il y a un certain montant de places, de stages qui sont limités. Mais là, présentement, le gouvernement nous a fait l'appel à tout le système collégial en Ontario, le gouvernement Ford, pour dire augmenter vos nombres d'étudiants si possible. On a besoin d'avoir une relève qui arrive le plus tôt possible. Donc, on a répondu à l'appel au Collège de la Cité. Nous, actuellement, on accueille 60 nouveaux étudiants en soins infirmiers auxiliaires à chaque automne. Et puis, cette année, exceptionnellement, cette cohorte-là de 60, on l'a augmenté à 80. Donc, on a pris 20 étudiants en plus. Et on va partir une nouvelle cohorte dès cet hiver. Et notre objectif est de 72 étudiants. Je sais qu'on est rendu aux environs d'une cinquantaine ou d'une soixantaine présentement. Donc, d'excellentes chances que la cohorte soit complète à 72 étudiants. Donc, oui, il y a une pénurie, autant au niveau des infirmières auxiliaires autorisées, des infirmières autorisées aussi. Donc, c'est ça. On veut répondre à l'appel et aux besoins de la communauté, surtout francophone, particulièrement dans la région d'Ottawa, parce que c'est notre mandat. Et puis, on a récemment aussi investi dans un nouveau laboratoire, un autre grand laboratoire avec 6 lits, 6 mannequins, tout équipé, donc qui est fonctionnel depuis septembre. Là. Donc, ça nous permet à nous, le Collège de la Cité, d'augmenter notre capacité de formation dans les soins infirmiers et aussi le programme de préposé. Oui, il y a de la pénurie, comme vous venez de le mentionner. Oui, il y a de la place pour tout le monde parce qu'on se dit, OK, c'est un domaine où est-ce que je pourrais avoir du travail. Mais en tant que professeur, là, j'aimerais que vous puissiez lancer un appel à ceux qui nous regardent en leur disant, oui, il y a de la pénurie, oui, il y a du travail, mais ça prend des aptitudes pour travailler dans ce domaine-là. Mm-hmm. Oui, effectivement, ça prend des aptitudes. Donc, c'est sûr que les personnes ou le candidat typique qui se déplace, qui va prendre des programmes en soins de santé, c'est une personne qui a absolument un bagage en sciences. Donc, la biologie, la chimie, c'est des conditions d'admission notamment là, au programme de soins infirmiers auxiliaires. Des personnes qui ont des aptitudes en sciences ou qui ont, je peux dire, qui aiment les sciences, mais aussi des personnes qui aiment le contact des autres, des emplois qui sont peu routiniers, des emplois qui parfois sont très encadrés par un protocole, mais aussi qui demandent du jugement professionnel. Donc, on voit souvent ce candidat type-là, là, des personnes qui aiment les sciences, qui aiment la biologie, qui aiment l'entraide, qui est empathique, qui aime donner et aider les autres. C'est vraiment ce type de candidat-là qui vraiment, là, souvent, là, performe très bien dans les programmes en santé.
Moi, j'ai regardé les descriptifs sur le site web pour ce programme-là en particulier. Quand ce que vous avez mentionné, là, je l'ai vu dans les descriptifs. J'ai dit, OK, ça c'est bon, ça c'est bon. Et quand je suis tombée sur la flexibilité et la capacité de côtoyer la maladie et la souffrance, je me suis dit, non, ça c'est pas moi parce que je me connais. Donc, il faut apprendre vraiment à se connaître et aller en prendre des renseignements sur le site web du Collège de la Cité avant de se lancer dans une aventure pareille. Alors, en ce moment-là, quand on parle de pénurie, quand vous finissez de former, là, on a dit qu'on est passé à 72 étudiants, non, 80 étudiants par cohorte. Quand ils finissent d'être formés, là, c'est quoi la suite? Bien, la première chose, une fois qu'ils obtiennent leur diplôme du Collège de la Cité, donc 2 ans, on leur fait faire des examens de pratique parce qu'ils doivent compléter ce qui s'appelle l'examen d'autorisation d'exercer. Le collège, l'Ordre des infirmiers et des infirmières de l'Ontario, à partir de janvier, aura un nouveau examen d'accès à la profession pour les infirmières auxiliaires autorisées. Ça s'appelle le REXPN. Maintenant, c'est toujours le AIAC. Mais donc, une fois qu'ils sont terminés, ils sont diplômés, on leur fait un séminaire de préparation à l'examen de licence. Ils complètent ça et une fois qu'ils l'ont reçu, ils reçoivent la licence et ils peuvent exercer comme infirmières auxiliaires autorisées. Pendant ce temps-là, souvent, ils ont une licence temporaire. Donc, immédiatement après, ils peuvent commencer à travailler dans différents milieux. Les résidences, les centres de soins, les hôpitaux et autres. Alors, quand on parle de demande, on a parlé de ça tantôt, il y a une pénurie, mais il y a aussi une forte demande. S'il y a pénurie, c'est qu'il y a forcément demande. Les étudiants qui travaillent avec vous ou bien qui arrivent en fin de parcours, est-ce que vous les appuyez, par exemple, en leur disant, écoutez, c'est ce domaine-là qui serait mieux pour vous? Je ne sais pas comment vous arrangez pour pouvoir mieux les situer, les orienter. OK. Une fois que c'est terminé, en réalité, il y a plusieurs disciplines qui se retrouvent Une personne peut travailler, par exemple, dans une unité de maternité, une unité de médecine-chirurgie, en pédiatrie ou autre. C'est beaucoup les étudiants qui, selon les offres d'emploi, vont se diriger dans le domaine qu'ils présentent. Il y en a qui veulent être en santé communautaire. Donc, il y a différents domaines pour une infirmière auxiliaire autorisée qui peuvent déterminer à savoir où ils décident. Mais ça, c'est beaucoup lié comment je pourrais dire, aux préférences du candidat selon les offres d'emploi qui sont disponibles présentement. Souvent, c'est un employeur. Ils vont préférer, par exemple, travailler pour un employeur qui connaisse bien l'hôpital d'Ottawa, par exemple, ou CHIO, s'ils veulent être plus proches des enfants, ou dans une unité de maternité, par exemple, à l'hôpital Montfort. Mais ça, c'est vraiment déterminé selon les offres d'emploi. Mais l'infirmière auxiliaire autorisée que l'on forme, nous, doit être prête à travailler dans tous ces domaines-là une fois qu'elle obtient son diplôme et sa licence. Parfait d'entendre ça. Je suis très contente parce que ma prochaine question, c'est de savoir, parce que le domaine en santé, là, il est en constant changement, là, en santé, là, et puis je voulais poser la question de savoir, est-ce que vos étudiants sont vraiment prêts à y aller? Bien, une des premières choses, nous, ce qu'on évalue, c'est une fois que la personne a obtenu son diplôme, réussit-elle l'examen de licence? C'est une chose qu'on regarde de manière très précise pour s'assurer que notre programme répond au profil de compétences de l'Ordre de l'Ontario pour exercer. Et puis, si le programme le prépare bien, bien le taux de succès vont être élevés. Donc, ces taux sont publiés de manière annuelle sur le site de l'Ordre. Donc, c'est de l'information publique. Vous pouvez aller les voir. Ça fait 3 ou 4 années qu'on affiche des taux très élevés. On a eu quelques années à 100 %. On est à 90 % l'année dernière, je crois, mais on va se maintenir dans ces eaux-là. Donc, quelqu'un qui entre dans le programme de soins infirmiers auxiliaires sait qu'il va pouvoir compléter et avoir d'excellentes chances d'obtenir sa licence suite au programme de formation qu'on offre. C'est pas 100 % toujours une réussite, mais les taux sont très élevés. On favorise un programme qui est très axé sur la pratique, la simulation. On veut des expériences authentiques. Une fois qu'un étudiant là, est en laboratoire, avant d'aller dans le milieu réel, on veut faire des simulations. C'est-à-dire répliquer le plus fidèlement possible ce qu'il va voir en milieu de travail réel. Beaucoup de pratiques. J'adore ça chez le Collège de la Cité. Exactement. Puis on met des technologues, on veut beaucoup d'expérience en laboratoire. On tend si on peut réduire le plus possible là, le côté PowerPoint, le côté théorique, on doit toujours le maintenir. Il y a du contenu quand même à partager, mais on veut vraiment que l'apprentissage se fasse en groupe. Donc, ça s'appelle de manière sociale, on partage, on fait du brefage, du débrefage, on fait des expériences, on résout des problèmes, mais on fait ça souvent dans une approche active. On ne veut pas laisser l'étudiant ou l'apprenant passif. C'est pour ça qu'on favorise énormément une approche laboratoire, une approche simulation, une approche aussi interprofessionnelle, c'est-à-dire travailler avec des thérapeutes, travailler avec des préposés, travailler avec des techniciens en pharmacie pour vraiment répliquer le plus possible
le milieu du travail dans un contexte d'apprentissage. J'ai adoré discuter avec vous là. J'ai envie de me lancer en santé, mais je vais bien regarder encore. Puis là, ma dernière question pour vous, c'est de savoir, pour un étudiant qui a son diplôme chez vous et qui passe vraiment le concours, comme on vient d'en parler tantôt, est-ce qu'il peut aller travailler au Québec? Parce qu'on n'est pas vraiment loin là du Québec. Oui, il peut aller travailler au Québec. Effectivement, je connais plus les personnes qui arrivent du Québec qui viennent en Ontario. Ils doivent soumettre une demande à l'ordre. Ça s'appelle, il y a un petit onglet qui dit devenir une infirmière auxiliaire ou devenir une infirmière autorisée. Ça Become a Nurse. Il y a un petit onglet sur le site et là, l'ordre fait l'analyse des compétences. Souvent, ceux qui arrivent du Québec qui veulent exercer en Ontario doivent compléter une propédeutique ou une mise à jour pour pouvoir travailler et faire l'examen de licence et l'obtenir. Je ne connais pas exactement c'est quoi le processus, mais je sais que en Ontario, c'est un programme collégial de 2 ans, alors que l'infirmière auxiliaire autorisée au Québec, c'est un diplôme d'études professionnelles, donc de niveau secondaire. Donc, je vois pas, je suis très, très confiant que quelqu'un qui complète son diplôme pourra exercer là, à ce titre-là au niveau du Québec. Merci beaucoup, M. Dumoulin. Je vous souhaite une bonne journée et puis on a une très belle discussion là. Je suis sûre que les gens ont mordu. Au revoir. Merci beaucoup, Claude. J'apprécie l'invitation. Alors, pour vous autres à la maison, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le programme en santé au Collège de la Cité, www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sous l'enclume entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus épais, la date tourne autour du soleil. Et puis ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la traîne en pouling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le rôle des gestes dans le développement des habiletés, c'est le titre, ou je vais dire le thème de notre chronique avec notre orthophoniste Roxane Bélanger, que j'ai toujours le plaisir de rencontrer. Roxane, tu nous enseignes toujours que c'est important le langage avec les jeunes, avec nos petits bébés. Mais là, ça a l'air que ça suffit pas, il faut les accompagner de gestes. Exactement. Donc, souvent, les parents nous posent les questions. Qu'est-ce que je peux regarder un petit peu là, pour évaluer si mon enfant va bien dans la première année de vie? Et ils vont beaucoup s'attarder au sourire réciproque, et c'est important. Puis ensuite, ils vont se poser la question, combien de mots doit-il avoir à 1 an? Mais entre les premiers sourires et les premiers mots, il y a plein de jalons importants pour le développement du langage et les gestes en font partie. Donc, ce qu'on veut dire aux parents, c'est tout d'abord que les gestes font partie du développement normal de la communication. Il faut voir des gestes, il faut en voir plusieurs dans la première année et dans les premiers 18 mois. Et il faut penser que les gestes, c'est un petit peu des mots en action. Alors, on utilise nos mains pour représenter un geste.
c'est un moyen efficace pour les enfants à communiquer quand ils n'ont pas de mots, par exemple, déjà. Oui. Là. Donc, autour de 8 à 9 mois, c'est là où on voit là, qu'ils veulent beaucoup communiquer, qu'ils comprennent un petit peu plus, qu'ils veulent babiller, mais ils n'ont pas tout à fait les habiletés nécessaires pour produire des mots. Alors, ils vont utiliser eux-mêmes, naturellement, des gestes. Et souvent, les parents vont se poser la question, est-ce que j'encourage les gestes ou non? Alors, on leur dit, oui. Absolument. Okay. Ce sont des mots qui sont en devenir, si on veut. Wow, c'est fort, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Parce qu'on a tendance à croire que son geste, ça m'est déjà arrivé là, de juste banaliser le geste qu'il fait si vraiment ça ne porte pas vraiment à mon attention. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est de faire attention à qu'est-ce qu'ils font comme geste. Exactement. Et surtout si on voit que l'enfant commence à utiliser des gestes, comme parents, éducateurs, professeurs, on peut prendre notre tour puis répéter à l'enfant ce qu'il vient de nous dire en ajoutant le mot au geste qu'il a utilisé. Donc, nous, on peut dire « Oui, regarde, c'est un oiseau, tu m'as montré un oiseau. » Alors ça, c'est une bonne façon là, de reprendre et de, comme tu dis, là, au lieu de banaliser ce geste-là, de montrer que ce geste-là est important, qu'il a permis à l'enfant de bien communiquer avec vous. Et puis, vous pouvez en faire une façon là, de continuer l'interaction. Ce qui est important à se rappeler au niveau de la recherche, c'est que les enfants qui utilisent beaucoup de mots, beaucoup de gestes en bas âge, donc dans la première année ou jusqu'à 18 mois, il y a un lien direct avec le nombre de mots qu'ils utiliseront plus tard. Ah oui. Les enfants qui ont beaucoup de gestes auront beaucoup de mots à 12 mois, 18 mois, mais même jusqu'à 2 ans et à 36 mois, à 3 ans. Alors, on voit vraiment qu'il y a un lien là, très fort entre l'usage de gestes et l'usage plus tard de mots. Et même que, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la recherche a montré que ça va même aller au-delà des premières années et que les enfants qui utilisaient beaucoup de gestes en bas âge ont continué à avoir des meilleures habiletés, comme par exemple, c'était des meilleurs raconteurs. Ils étaient meilleurs à raconter des histoires ou à raconter leur journée parce qu'ils ont eu beaucoup d'expérience avec leur langage écrit, même si c'était non-verbal en bas âge. Ah oui, tu as tellement raison. Et puis là, ça me fait penser que ça ne doit pas être un stress pour les parents pendant que tu nous enseignes sur les gestes, de se dire, OK, il faut absolument que je montre des gestes à mon jeune. Parce que tu l'as dit tantôt, là, souvent, c'est des affaires qui vont leur venir spontanément. Exactement. Puis pour nous, comme parents, on peut absolument faire ça, des gestes tout à fait naturels, comme pointer, comme montrer « Oh, c'est gros », c'est petit, c'est très petit, ou un oiseau, des gestes comme ça. Puis il y a vraiment là, des étapes de développement. On ne va pas voir tous ces gestes-là arriver là, quand l'enfant a 8 mois. Il y a vraiment des étapes qu'on veut observer. Donc, par exemple, les premiers gestes vont arriver autour de 8 à 9 mois. Mais autour de 18 mois, on va vraiment avoir des gestes de contact. Alors, c'est l'enfant qui va, par exemple, prendre une balle dans sa main et va vous le montrer, va le montrer aux parents. Ça, c'est un geste de contact. Un autre geste qu'on reconnaît très facilement autour de 10-11 mois, c'est quand on vient pour nourrir le bébé là, avec la cuillère pleine de purée de pois et l'enfant fait ou bien pousse la cuillère. Alors, c'est vraiment là, un geste avec le contact de la main de l'enfant qui veut exprimer une émotion ou un mot ou une activité. Entre 9 à 13 mois, il va avoir des gestes un petit peu plus diversifiés qui vont faire partie des requêtes. Alors, l'enfant va demander quelque chose en utilisant un geste. Le geste le plus important, c'est pointer. Oui. Quand l'enfant commence à pointer à différents objets ou à différentes choses à l'extérieur, c'est qu'il a compris que ce geste-là représente une façon pour lui ou elle d'attirer votre attention, puis de demander c'est quoi. C'est le début du c'est quoi, le doigt qui pointe. Ça, là, c'est traumatisant à un moment quand ils comprennent. Là, parce que c'est tata, regarde, tata. Oh mon Dieu, on regarde tout. c'est épuisant, exactement. Mais il faut prendre le temps de les écouter aussi. Exactement. Puis d'autres gestes qu'on peut voir arriver là, entre 9 et 13 mois, c'est des choses comme donner l'objet, par exemple, ou bien secouer la tête pour dire non. Parce que ça c'est important pour eux là, de refuser des choses.
Par la suite, ce qu'on va voir, c'est plus des gestes symboliques. Alors, un mot, un geste qui représente un vrai objet. Donc, ça pourrait être mettre notre main ici pour faire semblant qu'on parle au téléphone. Ça peut être, ça peut être juste comme bonjour, là, des beaux bonjours, donner des bisous. Donc, ça représente un mot qui est un petit peu plus complexe. Ça peut être des choses aussi très naturelles comme souffler pour montrer qu'ils veulent qu'on recommence à souffler des bulles ou parce que quelque chose est chaud. Alors ça, ce sont des gestes symboliques. Puis souvent, on va voir apparaître les gestes symboliques avant que l'enfant ait même 25 mots. Alors ça, c'est quand même très important. Alors, pour ces gestes symboliques, là, juste faire une pause pour te demander, puisque j'ai l'impression que c'est des choses que, en tant qu'adulte, on fait et qu'ils copient. Est-ce que ça peut leur venir spontanément, les gestes symboliques? Oui, souvent, ils vont peut-être comme eux-mêmes les utiliser, là. Donc, ça peut être un geste comme, tu sais, courir, faire semblant de courir pour demander aux parents là, de courir avec eux. Mais oui, ils peuvent développer par eux-mêmes les gestes symboliques. Mais il est certain que si les adultes, dans leur environnement, dans leur milieu, utilisent beaucoup de gestes symboliques, c'est une exposition, c'est de la stimulation. Si ça fait partie de façon naturelle là, aux conversations puis aux jeux qu'on fait avec l'enfant, il est certain que l'enfant va vraiment absorber puis utiliser là, ces gestes-là là, spontanément à son tour. Écoute, Roxane, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause. Et puis, juste après, tu vas nous donner tes outils pour que les parents puissent mieux utiliser les gestes avec les enfants. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du rôle des gestes dans le développement des habiletés avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Et Roxane, si j'ai bien compris tout ce que tu as dit, on a parlé avant la pause des étapes du développement à s'attendre en manière de gestes. J'en ai noté 2, les gestes innés, on peut les appeler comme ça, et les gestes symboliques. Maintenant, en tant que parent, quels sont les gestes que nous, on peut faire pour apporter un plus à ce que les enfants vont naturellement faire? Bien, on peut apprendre certains gestes qui sont plus formels. Donc, tu sais, on peut encourager là, les signes pour bébé, par exemple, alors qui sont très formels, là, qui font partie de la langue signée. Mais je pense que de toute façon, on peut tout simplement prendre les gestes qui nous viennent naturellement. Ce qui est important à se rappeler, là, juste un petit retour sur certaines étapes, c'est qu'à 16 mois, on veut voir à peu près 16 mots, 16 gestes dans le vocabulaire là, de gestes des enfants. Puis autour de 18 mois, on va voir apparaître, ce qui est très intéressant, le geste avec le son ou avec un mot. Alors, ça se peut que l'enfant, là, par exemple, commence à pointer à un chien dehors puis dire « wouf ». Alors, nous, ce
ce qu'on peut faire dans ce moment-là, c'est vraiment reprendre après notre enfant et imiter et utiliser le geste en allongeant la phrase. C'est souvent indicateur là, quand l'enfant utilise les gestes et les mots que les premiers mots ou les premières phrases vont commencer. Et puis, pour un enfant qui utilise seulement des gestes et juste des signes, est-ce qu'un parent devrait s'inquiéter? Et si oui, jusqu'à quel âge il doit s'inquiéter? Bien, je pense qu'on doit quand même continuer à regarder les grandes étapes de développement pour le langage expressif. Alors, à 1 an, on veut que l'enfant commence à utiliser 3-5 mots dans son vocabulaire. À 18 mois, au moins 20 mots dans son vocabulaire expressif. Et puis, à l'âge de 2 ans, on regarde là, à 100 à 150 mots dans son vocabulaire expressif et des phrases des phrases combinées là, de 2 à 4 mots. Alors, si votre enfant ne rejoint pas ces objectifs, ces grandes étapes de développement, à ce moment-là, il faut quand même consulter, même si l'enfant avait beaucoup de gestes. Alors, il faut quand même là, voir l'ensemble du développement de la communication. Je dirais que dans un autre volet, il y a d'autres enfants qui, eux, ne s'expriment pas beaucoup. Donc, ils ne font pas de gestes, ils sont assez calmes. Dans ce cas-là, comment on pourrait les motiver un peu à peut-être faire des gestes? Bien, je pense qu'on peut commencer à inclure les gestes dans les activités de tous les jours. Alors, en parlant, on ajoute, on lui dit « Viens, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dehors. Okay. Quand c'est le temps de jouer, on peut vraiment comme prioriser le jeu symbolique. Alors, faire semblant d'utiliser, par exemple, là, un pot de Tupperware pour un tambour ou, tu sais, puis imiter là, des actions pour représenter des verbes. Donc, on saute, on court, puis là, on le fait avec l'enfant. On cache nos yeux pour jouer à coucou. Alors, toutes sortes d'activités comme ça. Et puis, évidemment, quand on chante. Alors, par exemple, si on prend des chansons très simples, là, comme les roues de l'autobus, il y a plein de gestes qu'on peut utiliser. Les roues de l'autobus tournent, le klaxon qui fait bip bip. Alors, utiliser les gestes pendant qu'on chante, ce sont des bons moyens pour encourager là, les gestes, le développement des gestes et des mots par la suite. Et puis là, si les parents sont super inquiets, là, il y a toujours le lien que vous avez sur le premier mot pour faire le diagnostic, pour savoir exactement. Exactement. C'est ça. Où est-ce que son enfant se retrouve dans tout ça? J'ai une question pour toi, Roxane. C'est concernant les différents gestes qu'on doit faire avec nos enfants et tout. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on va forcément inclure les mots. Ça, c'est qu'est-ce que tu nous dis tout le temps. Et lorsqu'on inclut les mots, est-ce qu'arrivé un moment, on peut se dire qu'il va juste laisser tomber les gestes pour juste utiliser les mots? Tu as tout à fait raison. Okay. C'est ce qui va arriver naturellement. L'enfant va devenir tellement à l'aise, compétent au niveau de son langage expressif que les gestes vont être laissés de côté parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer là, en combinaison de mots ou en phrases ou en conversation. Donc ça, on va le voir naturellement arriver à mesure que l'enfant augmente son vocabulaire expressif, augmente ses habiletés là, à faire des phrases. Donc, continuer de parler avec son enfant, c'est important. Exactement. Puis tu as fait un bon point, tu as apporté un bon point. Claude Andrea, il faut vraiment là, utiliser les ressources qu'on a dans la communauté. Si les parents sont inquiets, allez sur notre site web, allez utiliser notre bilan de la communication, qui est un dépistage tout à fait gratuit, rapide, 10 à 15 minutes, et qui va donner aux parents tout de suite les résultats du dépistage et les parents sauront s'ils doivent référer ou non et à quel endroit. Alors, ils vont pouvoir compléter la référence directement en ligne s'il faut ou appeler à CHIO puis demander un suivi. Moi, ma dernière question pour toi, là, ben, ça serait une question avec une réponse d'experte que je m'attends. C'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de parents super occupés qui vont déposer les enfants soit à la garderie ou bien chez une gardienne de quartier et tout. Est-ce que c'est important d'avoir un lien avec cette gardienne-là pour savoir où est-ce que l'enfant est rendu? Parce qu'ils peuvent apprendre des gestes à la garderie, mais nous, on n'est pas conscient, fait qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe.
Et oui, effectivement, il y a des différences là, entre différentes familles, différentes cultures, différentes langues qu'il faut pouvoir là, observer, là, puis peut-être comme partager avec soit l'éducatrice, la gardienne ou même le parent. Alors, je pense que c'est toujours là, nécessaire d'avoir une très bonne relation avec quiconque s'occupe de nos enfants, puis de vraiment participer là, à ces conversations-là. Qu'est-ce qui fait chez toi? Quelle sorte de gestes est-ce que tu utilises? Est-ce que tu vois des gestes utilisés par mon enfant chez toi? Est-ce que tu voudrais qu'on utilise certains gestes à la maison que toi, tu utilises spontanément et qui sont peut-être différents des miens? Absolument. C'est super important là, d'établir des belles relations là, entre tous ceux qui s'occupent de nos enfants en bas âge. Alors, si tu auras un dernier conseil, il nous reste 45 secondes. Un seul conseil peut-être à donner aux parents concernant les gestes. Parler. Ah oui. Alors, c'est ça, parler avec Moi, je suis une bonne étudiante de qu'est-ce que tu nous apprends ici, là, avec mes neveux, là, je fonctionne bien. Bon, tant mieux, c'est bien ça. Oui, il faut absolument être capable là, de pairer un geste à nos mots avec nos tout-petits. Essayer d'utiliser des gestes qui vont avec l'idée, le sens de notre conversation. Répéter les gestes, les répéter souvent comme on le fait avec les mots, puis s'assurer d'avoir du plaisir. Merci. Alors, on peut jouer plein de jeux qui vont encourager des jeux. Merci beaucoup, Roxane. On se voit une prochaine fois. Bye-bye. Ça fait plaisir. Alors, je vous donnerai le site web de Roxane Bélanger juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Ensuite, je vais mettre les arbres. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parlais avant la pause avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Et pour avoir accès à toutes les ressources de l'organisme Premier Mot, vous êtes invité à visiter le www.premiermot.ca. Et comme elle a mentionné, il y a aussi le bilan de communication qui est un bilan que vous pouvez faire gratuitement pour votre enfant pour savoir exactement où est-ce qu'il est rendu dans son développement du langage. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Mais avant de vous laisser savoir qu'est-ce qui va se passer demain à 11h, j'aimerais vous rappeler qu'on prépare aussi le déjeuner des flocons et je vais vous donner plus de détails dans les jours à venir. Et donc, pour revenir à l'émission de demain, nous allons discuter avec Jeff Knox de l'exposition virtuelle Blue Nose présentée par le Musée canadien de l'histoire. On va aussi discuter avec notre experte Grace Boussanga de l'entreprise numérique Avec Grace qui va vous dévoiler les dessous des médias sociaux. Et vous savez que quand elle est sur l'émission, on a toujours des petits outils qu'elle nous partage. On va aussi découvrir pour terminer le nouvel album du Temps des Fêtes de l'auteure, compositrice, interprète Christine Saint-Pierre. Tout ça demain à partir de 11h et j'espère que vous serez des nôtres. Bye bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.